Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette deuxième rencontre des saisons de la non-violence. Oups, là, il y en a peut-être qui sont en train de se dire est-ce que je suis au bon endroit? Oui, oui, rassurez-vous, c'est bien ce soir la soirée discussion sur la guerre en Ukraine et ça se fait dans le cadre des saisons de la non-violence. Alors, c'est quoi ça exactement? C'est le fruit d'une initiative qui a commencé en janvier. Le Centre de ressources sur la non-violence, le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie, le réseau Outils de paix et le réseau pour la paix et l'harmonie sociale se sont rencontrés et ces 4 organismes ont décidé de co-organiser une rencontre publique à chaque saison pour traiter d'enjeux liés aux thématiques de la paix et de la non-violence. Alors, il y a déjà eu une première rencontre qui a eu lieu en février. Le thème, c'était non-violence et harmonie interculturelle. Ça, c'était la rencontre d'hiver. Aujourd'hui, c'est la rencontre de printemps. Ça tombe bien, il fait beau. Alors, si tout se passe bien, normalement, il y aurait 2 autres rencontres. La rencontre pour la saison été, c'est sûr que l'été, ça vient vite, mais si on se fie au calendrier, ça nous donne quand même jusqu'au 21 septembre. Et ensuite, la rencontre d'automne. Mais revenons au printemps et au thème d'aujourd'hui. Alors, depuis maintenant 3 mois, les bombardements russes et l'exode des populations civiles se poursuivent. Tous les jours, on est habitué que ce soit dans les journaux, à la radio, à la télé, des spécialistes commentent la situation et les images qui nous parviennent de l'Ukraine nous plongent dans le désespoir et dans l'impuissance. Que penser de cette horrible guerre qui n'est pas, comme le proclame Poutine, une intervention militaire et aussi que pouvons-nous faire, nous, comme citoyens préoccupés par des enjeux de paix? D'ailleurs, est-ce que nous avons pris la pleine mesure de tous les enjeux associés à cette guerre? Et je précise de tous les enjeux. Ben, c'est justement ce dont on va discuter ce soir avec 3 personnes qui militent dans le mouvement pour la paix. Alors, mon nom, c'est Anne-Marie Claret. Je suis sur le CA du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie et j'animerai cette soirée au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre 3 personnes ressources fort intéressantes que je vous présente à l'instant. Tout d'abord, Frédéric Barriot du Centre Justice et Foi. Bonsoir. Il y a aussi Martine Éloi du collectif Échec à la guerre. Martine, ton micro. Excusez-moi, bonsoir. Et finalement, Martin Hébert du Centre de ressources sur la non-violence. Bonsoir. Alors, avant qu'ils ne prennent la parole, je vous explique rapidement le déroulement de la soirée. Dans un premier temps, chaque panéliste va prendre la parole pendant 10 minutes. Puis je les aviserai quand il restera 2 minutes, donc le temps de conclure. Ensuite, dans un deuxième temps, ils auront l'occasion de rebondir sur les propos des autres panélistes ou de commencer aussi à parler des pistes d'action citoyenne, qui est quand même quelque chose qui nous unit tous aujourd'hui. Et finalement, la dernière partie va être consacrée aux échanges avec vous, le public, que je ne vois pas trop, mais je sais que vous êtes là. Il y a quand même quelques personnes qui ont ouvert leur caméra. Vous aurez ainsi l'occasion de poser vos questions, soit en les écrivant dans le chat. Alors, le chat, c'est la petite icône en bas où c'est écrit « Discussion », ou vous pourrez aussi activer la petite main jaune. Alors, je vous explique tout de suite pour les personnes qui ne savent pas trop. Quand vous allez complètement dans la barre en bas avec toutes les icônes, il y en a une où c'est écrit « Réaction » avec un petit bonhomme sourire. Alors, si vous cliquez sur « Réaction », en bas, c'est écrit « Levez la main ». Et voilà, je viens de lever la main. Et ensuite, on peut la rebaisser. Donc, vous pourrez intervenir soit par le chat, soit en levant la main. Vous pourrez aussi ouvrir votre caméra si vous le désirez pour
Ah, quelqu'un qui est dans la salle d'attente pour poser votre question. Vous pouvez garder votre caméra ouverte ou fermée pendant la présentation. Ça ne dérange pas. L'important, c'est quand même que votre micro soit fermé pour pas qu'il y ait d'interférence. Alors, le premier intervenant, ça va être Frédéric. Frédéric Barriot, qui est un historien de formation. Il est responsable de la recherche au Centre Justice et Foi. Et sa communication traitera principalement des enjeux géostratégiques à l'heure des changements climatiques, comme le gaz naturel, mais aussi des énergies dites de transition comme l'uranium, le lithium, des ressources naturelles qui sont très présentes en Ukraine et qui sont aussi l'objet de bien des convoitises. Alors, Frédéric, la parole est à toi. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. C'est de bon ton de plus en plus de faire une espèce de déclaration en commençant habituellement on fait une déclaration territoriale. Je vais plutôt y aller avec une déclaration. Mais d'abord, je suis ici vraiment en tant que citoyen. Je ne prétends pas du tout d'aucune manière être un expert de cet enjeu-là. Je suis aussi ici et la question m'interpelle plus fortement, je dirais, parce que je suis, comme mon bon ami et camarade Martin Forgue, un vétéran des Forces armées canadiennes. Donc, quand on parle vraiment de la guerre et ses ravages, on pense bien entendu, donc c'est évidemment, je pense qu'on peut le sentir jusque dans ses tripes et dans ses viscères, cette horreur, cette saleté qui est la guerre, mais aussi comme antimilitariste de conviction. On sait par ailleurs que les premières victimes de ces conflits armés sont toujours les civils. Et parlant de violence aveugle, que ce conflit, je le dis d'emblée, vraiment, je condamne sans réserve cette agression russe. Une des illustrations vraiment de cette violence aveugle du conflit, c'est qu'on a récemment donc permis nous l'exfiltration et l'arrivée chez nous donc de la famille d'une amie qui sont ukrainiennes, toutes les deux qui sont arrivées donc dans mon petit patin. Cela étant, donc le conflit ukrainien divise la gauche. Je pense que vous avez sans doute vu au cours des dernières semaines donc plusieurs tribunes qui ont été partagées de camarades qui viennent soit de l'Ukraine ou de la Russie. Je n'ai pas la prétention de réconcilier qui que ce soit ce soir. J'ai une proposition un peu plus modeste, c'est-à-dire qu'en bon analyste marxiste, je vais vous présenter vraiment une analyse vraiment bassement matérialiste des intérêts en jeu. Et des enjeux géostratégiques et donc économiques de ce conflit. Et je vais le faire justement à partir de l'angle de l'urgence climatique, puisque personne n'est contre la vertu, évidemment. Donc, qui dit transition énergétique, transition écologique dit bien sûr transition énergétique. Et parmi ces énergies de transition, Anne-Marie l'a dit d'entrée de jeu, il y a le gaz naturel. On n'a qu'à penser au greenwashing auquel se livre depuis quelques années l'ex-gaz métro, aujourd'hui appelé Énergir, quand on nous présente quand même ce gaz-là comme étant vraiment l'énergie de la transition. Et ce qui ressort très, très, très fortement, et ceux qui ont suivi un peu ce conflit-là, c'est vraiment la dépendance, je dirais même extrême, de plusieurs pays de l'Union européenne envers le gaz russe. Le gaz russe qui, certains voudraient bien entendu, certains pays de l'Union européenne voudraient évidemment se déprendre de cette dépendance au gaz russe, mais ils n'y arrivent tout simplement pas. Le cas de figure étant peut-être ici l'Allemagne. L'Ukraine elle-même tire une partie vraiment des profits de ce gaz russe-là sous forme de redevance, c'est-à-dire que les gazoducs transitent à travers le territoire ukrainien. Et donc, une partie des redevances, bien entendu, dont profitait donc l'Ukraine. La Russie a essayé, pour un peu vraiment se débarrasser de ce gêneur, construit aussi donc d'autres gazoducs pour essayer de contourner le territoire ukrainien. Et évidemment, on peut comprendre que l'un des intérêts en jeu, c'est plutôt de contrôler, donc d'avoir vraiment un allié docile comme le Bélarus, par exemple, pour vraiment contrôler donc ce gaz-là. En attendant, la dépendance est telle que j'imagine que des militants de la cause palestinienne ici dans la salle, vous avez-vous pas été étonnés, vous autres, à la vitesse avec laquelle on est arrivé à des sanctions? Des condamnations, la rapidité avec laquelle ça a été fait dans le cas de l'Ukraine, ça m'a vraiment profondément ahuri, vraiment, la rapidité avec laquelle ça a été fait.
ben voilà, on a boycotté, on a désinvesti et, assez rapidement, sauf une banque russe très importante, celle qui s'appelle Gazprom. Et que contrôle Gazprom, comme son nom l'indique, tout ce qui est les hydrocarbures. Donc, donc, c'est là un peu vraiment quels que sont les enjeux. Est-ce qu'on peut parler d'une guerre du gaz? Peut-être pas, mais visiblement, il y a des enjeux. Il y a des enjeux à la fois de part et d'autre, donc sur vraiment l'acheminement de ce gaz-là, le contrôle, bien entendu, de ce gaz-là. Deuxième énergie de transition de laquelle je voudrais évidemment vous parler, c'est la question de l'heure au Québec, hein? Même peut-être partout ailleurs, bien entendu, la question des véhicules électriques. Hein? Go, go, go électrique, je pense que c'est le premier ministre Legault en fait presque son cheval de bataille, ça puis son troisième lien. Évidemment, les batteries pour faire fonctionner évidemment dépendent de minéraux stratégiques. On en parlait pas plus tard que ce matin avec notre équipe au Centre Justice et Foi. Il y a un journaliste français qui s'appelle Guillaume Pitron, hein, qui a publié un article, pas un article, un ouvrage très, très, très sérieux sur ce qu'on appelle les minéraux dits stratégiques. Très clairement, l'ouvrage s'appelle même La guerre des métaux stratégiques. Partout où ces métaux-là se retrouvent essentiellement sont des pays en guerre à toutes fins utiles. Donc, s'agissant du... est-ce que j'ai le temps de partager une carte? Attendez un instant. Ah non, je suis pas co-hôte. Je pense que je peux pas, j'y arrive pas. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous montrer ça. On va y aller très, très, très rapidement. Enjeu d'abord, donc la richesse, les richesses vraiment en termes de lithium de l'Ukraine étaient déjà connues avant évidemment le début du conflit. Il y a deux vraiment pays qui sont vraiment des réserves ouais, je ne dirais pas. Donc, voilà, les gisements de lithium étaient à ce point vraiment réputés pour leur richesse et leur qualité que deux entreprises avaient déjà vraiment acquis les droits. Une compagnie qui s'appelle l'European Lithium, qui, malgré son nom, est en fait une firme australienne, et une deuxième, une chinoise, Chengjin's Lithium. Donc, visiblement, vraiment, donc, deux parties prenantes indirectes dans le conflit, vraiment, vous voyez vraiment l'avantage de ce gisement. Et j'aurais aimé ça vous montrer la carte, c'est pas plus grave que ça. Donc, où se trouvent ces gisements tant convoités? Tadam, roulement de tambour, dans le Donbass, qui est le théâtre d'opération, et quelle ville en particulier? Mariupol, dont le siège sanglant, Mariupol, qui est aussi une ville portuaire, donc qui est dans une position, là encore une fois, géostratégique extrêmement, extrêmement important. Donc, on voit bien... OK. Je vais voir si je vais retrouver ma photo. Où est-ce que je l'ai mise? Bon, ça va être plus simple si je... Pour explication, j'ai mis Frédéric en cause pour qu'il puisse partager sa carte. Ça va être trop long. Je vous la mettrai, je partagerai en fait l'article dans le chat. Vous pourrez aller le consulter. Et comme si ce n'était pas assez, j'ai oublié de le dire dans la première partie. Donc, évidemment, déjà, donc, évidemment, certaines personnes déjà commencent à convoiter. C'est-à-dire que le cadavre de l'Ukraine n'est pas encore vraiment froid, que déjà, bien entendu, certaines entreprises canadiennes, Obion Lithium, revenons au gaz naturel, ça m'avait vraiment fait sortir de mes gonds il y a quelques semaines. L'Institut économique de Montréal disait, ben voyez, donc pour aider l'Europe à se déprendre de cette mainmise du gaz russe, relançons GNL Québec et donc devenons, bien entendu, un fournisseur de gaz. Donc, rappelons-nous que GNL Québec, quand même, après une mobilisation citoyenne extrêmement, extrêmement importante. Donc, voici ça. C'est quelques-uns des enjeux que je voulais partager avec vous. En partant de la prémisse, hein, j'insiste que je ne suis pas un expert, donc c'est vraiment quelques lectures et quelques bribes. Donc, si voilà. Tu veux rajouter quelques mots sur l'uranium, tu as encore 2 minutes. Ça va.
Merci. Merci, Frédéric. Alors, c'est maintenant le tour de la deuxième panéliste, Martine Éloi. Martine, elle est active au sein du collectif Échec à la guerre depuis sa fondation en 2003. Elle s'intéresse entre autres aux enjeux qui relient le féminisme, l'écologie, l'antimilitarisme. Alors, se demandant si on entend vraiment parler de tous les enjeux associés à cette guerre et si on connaît bien les forces en présence, entre autres l'OTAN, qui ne sont pas particulièrement des enfants de cœur, elle évoquera notamment quelques dates charnières dans l'histoire récente et elle nous rappelle aussi que, ultimement, les grands perdants des guerres, ce sont toujours les populations civiles. Alors, Martine, c'est à ton tour. Bonsoir. Merci d'abord à Anne-Marie Claret et au Centre de formation Marie-Girard-Najoie de m'avoir invité au nom du collectif Échec à la guerre à prendre la parole dans ce panel. Il est important effectivement de comprendre ce qui se passe en Ukraine et il n'est pas toujours facile de voir clair dans le climat de propagande de guerre qui sévit actuellement. Oublions pas qu'on dit que la vérité est la première victime de la guerre. Pour chaque guerre, il y a d'une part les justifications, les faux prétextes humanitaires qui sont invoqués, et d'autre part les intérêts géostratégiques et économiques qui sont les véritables motifs de la guerre. Prenons la guerre en Irak. Quand Bush a affirmé qu'il fallait défendre les droits des femmes en Irak, y avez-vous cru une minute? Les droits des femmes en Arabie saoudite ne semblent pas l'avoir soucié ou empêché par ailleurs de faire de grosses affaires avec ce pays. Un des effets de ce climat de propagande de guerre est de propager une vision manichéenne du conflit et d'éliminer toute possibilité de nuance. Pour tenter de comprendre les forces en présence, dont l'expansion de l'OTAN, qui est, à notre avis d'ailleurs, un des enjeux importants qui a mis la table pour cette guerre, faisons un rapide retour en arrière. D'abord, soyons clairs, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est une violation flagrante du droit international. La Charte des Nations unies ne permet à un pays d'entrer en guerre que pour des raisons de légitime défense. Pour évoquer le motif de légitime défense, il faut qu'il y ait une menace d'agression imminente. Or, ce n'était pas le cas, malgré ce que Poutine a affirmé aujourd'hui. 1989 a été marqué par la chute du mur de Berlin. Puis, ont suivi des négociations entre l'URSS et les puissances occidentales sur le processus de réunification de l'Allemagne. Dans ce contexte, de multiples promesses ont été faites à l'effet qu'en échange de l'accord de l'URSS pour la réunification de l'Allemagne au sein de l'OTAN, cette alliance ne pousserait pas son expansion plus loin. Même le secrétaire d'État des États-Unis à l'époque, James Baker, avait affirmé lors d'une rencontre avec le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev que l'OTAN n'avancerait, et je cite, pas d'un pouce de plus vers l'Est. Ces promesses ont été répétées à maintes reprises. Mais en dépit des promesses, l'OTAN a tout de même poursuivi son expansion et a presque doublé le nombre de pays membres, passant de 16 à 30. Puis, au sommet de 2008, l'OTAN a adopté le projet d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie. À ce moment, en Europe, il faut savoir qu'il y avait déjà les armes nucléaires des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, et les armes nucléaires des États-Unis dans 5 autres pays membres de l'OTAN, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie. Avec l'expansion de l'OTAN, il y a maintenant en plus une quinzaine de pays, encore plus près de la Russie, tous armés et entraînés, avec des exercices communs à grande échelle par une alliance militaire hostile. Le 21 février 2019, la constitution ukrainienne a été modifiée pour y inscrire le souhait d'adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN. Or, l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN représenterait 2000 km de plus de frontières communes avec une alliance qui est jugée hostile. Arrêtons-nous pour imaginer la situation contraire. Les États-Unis se font promettre par la Russie et la Chine, qui font partie d'une alliance militaire hostile, que celle-ci ne s'approchera jamais du continent américain. Or, au fil des années, une quinzaine de pays d'Amérique du Sud se joignent à l'alliance militaire en question et l'alliance est prête à considérer l'adhésion du Canada. Il est inimaginable que les États-Unis acceptent ça. D'ailleurs, lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, l'armée des États-Unis
était sur le pied d'alerte. La seule manière d'éviter la guerre à ce moment-là était que l'URSS accepte de retirer ses missiles, et c'est ce qui a été fait. Le refus de l'expansion de l'OTAN n'est pas une chimère de gauchistes. D'ailleurs, plusieurs observateurs occidentaux, dont le ministre de la Défense sous Clinton, William Perry, un ancien premier ministre de l'Australie, Paul Keating, un ancien directeur de la CIA, Bill Burns, et Henry Kissinger lui-même, avaient déconseillé l'expansion de l'OTAN vers l'Est, affirmant qu'elle serait perçue par la Russie comme une menace à sa sécurité. Il faut comprendre les forces en présence et les enjeux de pouvoir pour être capable d'identifier les issues possibles. Il est assez clair que l'expansion de l'OTAN a joué un rôle central dans la genèse de cette crise. Mais je répète, expliquer ne veut pas dire justifier. L'invasion est une agression injustifiée et injustifiable. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de cette guerre pour l'Ukraine, pour l'Europe et d'ailleurs pour le reste de l'humanité? Évidemment, comme toutes les guerres, cette guerre laisse derrière elle d'innombrables catastrophes humaines, des milliers de personnes tuées, blessées, mutilées, traumatisées pour des années à venir, des familles disloquées, des enfants orphelins, des millions de personnes forcées de quitter leur toit, laissant tout derrière elles pour trouver refuge ailleurs au pays et souvent à l'étranger. Mais hormis ces millions de drames humains en Ukraine et en Russie, il peut y avoir de nombreuses autres conséquences catastrophiques au-delà de la frontière de l'Ukraine. D'abord, selon le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, qu'on appelle le PAM, David Beasley, la guerre en Ukraine pourrait entraîner la pire crise alimentaire depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'Ukraine et la Russie produisaient 30% des exportations mondiales de blé et 20% des exportations de maïs. L'Ukraine, à elle seule, nourrissait plus de 400 millions de personnes dans le monde. De plus, la Russie est le plus important exportateur d'engrais. Déjà, depuis le début de la guerre, des millions de tonnes de grains demeurent stockés dans des silos des deux pays, car les combats et les sanctions imposées à la Russie rendent l'exportation impossible. Sans compter que la guerre va nécessairement avoir un impact sur les semences ce printemps. Comme l'Ukraine était l'un des principaux fournisseurs de denrées alimentaires au PAM, au Programme alimentaire mondial, et que déjà avant la guerre, 44 millions de personnes dans 38 pays étaient au bord de la famine, c'est-à-dire en attente d'aide alimentaire d'urgence, je vous laisse imaginer ce à quoi on peut s'attendre dans les années à venir. Si la guerre continue et l'escalade menée par les pays de l'OTAN, les États-Unis en tête, ne présage rien de bon à ce niveau-là, il y a un risque réel de contamination nucléaire de l'Europe et même de guerre nucléaire. Je n'en reviens pas de voir avec quelle nonchalance nos dirigeants balaient du revers de la main les menaces d'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie. Alors que l'utilisation de l'arme nucléaire pourrait signifier la fin de l'humanité, entraînant des centaines de millions de morts sur le coup des milliards par la suite, plongeant possiblement la planète dans un univers nucléaire, il est complètement irresponsable de prendre cela à la légère. Concernant la guerre en Ukraine, les États-Unis et l'OTAN, dont le Canada, ne font que jeter de l'huile sur le feu. Ils ne donnent aucun signe d'être prêts à revoir leur politique expansionniste jusqu'aux portes de la Russie. Ils ont au contraire salué l'expansion de l'OTAN comme une avancée de la prospérité et de la démocratie en Europe de l'Est. Si nous avions un doute quant au motif réel de l'OTAN en Ukraine, celui-ci s'est dissipé lorsque le secrétaire de la Défense états-unienne, Lloyd Austin, a proclamé « Nous voulons maintenant voir la Russie affaiblie au point qu'elle ne puisse pas recommencer ce genre de choses comme envahir l'Ukraine. » En matière de déclaration incendiaire, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Melanie Joly, déclarait le 21 mars que les Ukrainiens doivent absolument gagner, c'est une question existentielle pour le monde occidental. Et Justin Trudeau, 2 jours plus tard, a déclaré au Parlement européen « Ce mépris flagrant des lois et de la vie humaine constitue une menace immense pour l'Europe et pour le monde entier. » Le 27 avril, à l'initiative du NPD, les députés de la Chambre des communes ont même adopté à l'unanimité
une motion reconnaissant que la Fédération de la Russie commet des actes de génocide contre le peuple ukrainien. Il est tout de même étrange que le mépris des vies humaines en Ukraine menace le monde entier, alors que cela ne semblait pas être le cas en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen. Je m'arrête là. Autant de déclarations de transfert d'armes, de sanctions qui alimentent la guerre, alors qu'aucune énergie n'est mise à voir comment on pourrait en sortir par des voies diplomatiques. Alors que les enjeux de la crise climatique, des pandémies et du péril nucléaire requièrent des ressources et une collaboration mondiale plus urgente que jamais, nous assistons plutôt, en ce moment, à une nouvelle guerre froide, et déjà vraiment pas si froide, entre l'Occident et de l'OTAN, d'une part, et la Russie et la Chine, d'autre part, et à une hausse fulgurante des dépenses militaires mondiales qui nous précipite dans ce qui est probablement la période la plus dangereuse pour l'humanité. Tu as terminé, Martine? Oui, j'ai terminé. Est-ce que je suis... Oui, top chrono, parfait. Alors, merci Martine. Alors, justement, tu as évoqué un peu la question nucléaire. On va terminer avec la présentation de Martin Hébert. Martin enseigne l'anthropologie à l'Université Laval et s'intéresse particulièrement au thème des violences politiques. Il est aussi au conseil d'administration du Centre de ressources sur la non-violence. Et justement, il va nous parler du retour du spectre du nucléaire. Plus précisément, sa présentation portera sur les enjeux liés au concept de stratégie nucléaire et à la manière dont celle-ci est appliquée dans le contexte du conflit ukrainien. Martin, la parole est à toi. Oui, bien, merci beaucoup, Anne-Marie. Merci aux organisatrices pour l'inclusion du CRNV dans la soirée de ce soir. Évidemment, la question du nucléaire en est une qui a occupé beaucoup le Centre de ressources sur la non-violence il y a plusieurs décennies, dans les années 80 en particulier. Et pour vous dire franchement, c'est pas qu'on considérait la question réglée, mais elle était certainement tombée à l'arrière-plan depuis quelques décennies, même si les armes elles-mêmes restaient présentes. Ça faisait un peu rétro de parler de désarmement nucléaire, disons, depuis un certain temps, mais évidemment, il suffisait d'une crise comme celle qu'on voit en Ukraine pour nous rappeler effectivement le poids de cette menace-là, le fait qu'elle est très réelle et comme disait Martine, du simple fait du niveau de risque associé à une confrontation nucléaire, ça demande de s'y pencher. Donc, c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, je suis un spécialiste des dynamiques conflictuelles peut-être plus larges, mais il y a un élément qui entre en jeu ici, je pense, et qui va être l'axe central de ma présentation et qui l'était déjà un peu beaucoup dans la présentation de Martine aussi, c'est cette fameuse question justement des risques d'escalade impliqués dans le conflit actuel. Donc évidemment, escalade incluant le passage de ce fameux seuil nucléaire possible. Donc on va essayer de voir un peu certains facteurs qui ont contribué à cette escalade-là. Certains ont déjà été mentionnés. Je vais en amener d'autres. Et dans la deuxième intervention que je vais faire, on va essayer de parler un petit peu plus de désescalade. Donc, dès l'amorce de l'agression en Ukraine, je partage la position des autres panélistes de ce soir. Là. Je pense que la prémisse de base doit être qu'on est devant une agression illégale. Il y a le droit international est clair, l'ONU est clair là-dessus. Tout le monde s'entend, mais étant donné le poids du principal agresseur, bien évidemment, on ne réagit pas comme on a réagi dans d'autres cas. Donc, dès le début de la crise en Ukraine, la Russie a été très claire sur le fait que les armes nucléaires et que son arsenal nucléaire faisait partie de sa pensée stratégique. Vladimir Poutine a émis
on va dire, des commentaires publics qui nous ramènent tout à fait à l'époque de la guerre froide, tout à fait dans cette espèce de paradigme là, surréaliste qu'on appelle la stratégie nucléaire, là, quand il est sorti, par exemple, le 24 février, là, où il a dit, ben, finalement, toutes les décisions ont déjà été prises. Donc, incluant la décision d'utiliser ces armes-là, il y a des seuils identifiés et donc, peu importe ce que vous faites, sous-entendu, par exemple, vous débarrassez de moi, ben, les décisions sont déjà prises et les représailles sont déjà programmées. Donc ça, c'est sorti directement de livres des années 50, 60 là, sur la stratégie nucléaire, c'est-à-dire de verrouiller votre stratégie et de dire, ben, finalement, c'est à l'adversaire de bouger, nous, on est sur des rails. Donc, bon, il y a toutes sortes de trucs comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Russie n'a pas hésité à de multiples reprises déjà depuis le mois de février de mettre la menace sur la table. Donc, ça nous ramène, je vous dirais, aux fameuses, on peut dire, deux facettes de la stratégie nucléaire qui sont présentes certainement depuis les années 50 et qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de, je ne dirais pas ces deux positions ni deux visions de ce genre de stratégie-là, mais c'est vraiment deux facettes de la même pièce. La première facette, c'est la vision de la guerre nucléaire comme étant quelque chose de radicalement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc, il y a vraiment cette pensée-là à l'intérieur de la réflexion stratégique que franchir le seuil nucléaire, c'est un point de non-retour et un point de non-retour qui nous amène, comme disait Martine, sur le chemin de la destruction mutuellement assurée, vraiment de la grande destruction de l'humanité. Donc, cette idée-là, elle est très présente quand on parle d'armes nucléaires, et évidemment, on comprend pourquoi. Mais inversement, on voit une obstination, certainement depuis la fin des années 40, à vouloir théoriser l'usage des armes nucléaires. Donc, d'un côté, on sait que c'est un seuil presque assurément avec un point de non-retour, et de l'autre côté, on essaie d'inclure l'usage du nucléaire à l'intérieur d'un seuil d'escalade et plus particulièrement un seuil de ce qu'on va appeler éventuellement, mais ce que les Russes vont appeler l'escalade pour la désescalade, c'est-à-dire de pousser, de rendre le conflit tellement atroce que l'adversaire va reculer. Ce n'est pas une invention des Russes, c'est une invention des stratèges américains en Europe de l'Est dans les années 60 qui ont utilisé ce qu'ils appelaient ont invoqué ce qu'ils appelaient la réponse flexible, justement pour inclure le nucléaire comme facteur compensatoire face à leur infériorité en armes conventionnelles face au bloc de l'Est. Donc, vous aviez dans les années 70-80, ces diagrammes où on avait les divisions blindées en Europe, là, et vous aviez un petit tas de l'OTAN et vous aviez le pacte de Varsovie qui était une mer rouge, là, etc. Et les Américains, très tôt, ont décidé d'inclure l'arme nucléaire comme facteur pour équilibrer justement des armes conventionnelles qui ne l'étaient pas. Les Russes ont saisi le message et quelques décennies plus tard, quand la situation s'est renversée, après la fin de la guerre froide, après 1989, quand évidemment l'URSS est en démantèlement, ses forces conventionnelles ont été, disons, rapidement devenues vétustes, cette idée-là de l'inclusion de l'arme nucléaire dans la stratégie a passé de l'autre côté et la Russie s'est mise à l'invoquer. Comme disait encore là Martine dans sa présentation, amener des facteurs explicatifs, ce n'est pas justifié, mais on observe certainement, bon, il y a eu tous les comportements justement d'expansion de l'OTAN vers l'Est, mais il y a aussi une décennie extrêmement importante qui est la décennie des années 90 où, malgré le fait que les États-Unis en particulier et les pions qu'elle appelle ses alliés, là, malgré le fait que l'Occident et l'OTAN n'avaient pas d'adversaires technologiquement sophistiqués, n'avaient pas d'adversaires qui pouvaient vraiment les mettre au défi, et
l'OTAN est quand même resté dans une logique de développement de ses capacités conventionnelles complètement irrationnelles. Et là, on entre dans un paradigme là, que les États-Unis appelaient la dominance plein spectre. Donc, c'est plus suffisant d'être équilibré avec vos ennemis ou vos adversaires. Il faut vraiment avoir une puissance démesurément plus grande. Donc, ça, c'est ce qui sort de la guerre du Golfe en particulier. Et là, malgré le fait que les menaces ne sont plus des guerres de grands blocs, toutes les années 90 vont voir une accélération du développement technologique et ce développement-là va culminer dans la guerre du Kosovo où finalement l'OTAN et les États-Unis vont faire la démonstration qu'avec les armes conventionnelles qu'ils ont développées dans la dernière décennie, ils sont capables d'avoir des impacts stratégiques qui sont équivalents pratiquement à l'usage de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que les frappes ciblées sont tellement précises, la dominance aérienne dans les airs est tellement vaste et grande qu'ils ont montré finalement que, en fait, il existait un déséquilibre très important entre cette capacité-là et les forces de la Russie, essentiellement, qui avait stagné depuis une décennie, là, bon, et qui était plutôt dans une logique de désarmement nucléaire. Donc là, la Russie réagit à ce déséquilibre-là de la même manière que les Américains avaient réagi dans les années 60 et va introduire dans sa doctrine militaire justement cette fameuse idée de l'escalade pour la désescalade. Donc, ils se rabattent sur leur arsenal nucléaire, qui est la seule force digne de ce nom qui leur reste encore pratiquement aujourd'hui. Et pendant 14 ans, effectivement, la doctrine russe va être vraiment d'inclure l'usage des armes nucléaires dans leur stratégie, on va dire, conventionnelle. Une situation extrêmement explosive que la Russie elle-même a reconnue comme explosive. Elle s'est lancée dans un programme de développement de ses forces conventionnelles justement pour être capable de, finalement, c'est comme si vous aviez juste un gros canon pour régler tous vos problèmes. Là, ça ne fonctionne pas tant que ça. Donc, la Russie s'est lancée dans ce développement-là et en 2014, elle a enlevé en fait cet usage disons, la doctrine de l'escalade pour la désescalade a été retirée de la doctrine russe avec la compréhension que malgré le déséquilibre qui persiste, l'OTAN et les États-Unis en particulier n'auraient pas, on va dire, l'audace d'utiliser leur suprématie aérienne, leur suprématie dans les airs contre l'armée russe. Et c'est ce seuil-là qui est un des seuils critiques en ce moment en Ukraine. Là, quand la Pologne décide d'envoyer des chasseurs, vous avez vu les États-Unis réagir là, parce que justement dans ce jeu tactique-là, on pousse toujours un petit peu plus loin sur les Russes, on envoie des armes un petit peu plus sophistiquées, on coule leur vaisseau amiral dans un acte d'humiliation de l'armée russe qui ne mène pas du tout à des avenues de désescalade diplomatique. Là. Ça, c'est le genre de choses qui, justement, qui fait en sorte que la Russie risque de perdre la face, là, etc. Donc, ce qu'on voit, et au début de l'agression en Ukraine, ben, on avait cette idée-là que finalement, il y aurait une injection minimale d'armes. Et là, avec la pression qu'on voit de toutes parts, ben, semaine après semaine, en fait, ce qu'on voit, c'est la logique inverse en train de s'installer. C'est-à-dire que là, on est en train de signer des budgets de dépenses militaires pour l'Ukraine qui ont véritablement une hausse exponentielle. Là. Aujourd'hui, le président Biden a dit qu'il attendait un projet de loi pour 40 milliards d'aides à l'Ukraine qui inclut des armes de plus en plus sophistiquées et qui pousse la Russie, encore là,
dans ces retranchements. Donc, encore là, ce qui était un équilibre, encore là, très instable, le devient encore plus en injectant des milliards et des milliards d'armes encore plus sophistiquées dans ce théâtre-là. Et évidemment, on va en reparler certainement plus tard, mais ce qui va de pair avec ça, c'est que plus on injecte d'armes, plus on semble cynique face aux options diplomatiques. Malgré quelques tentatives, les pays de l'OTAN se sont graduellement désengagés d'une approche diplomatique avec la Russie. Plus on construit Vladimir Poutine en autocrate irrationnel avec qui on ne peut pas négocier, ben on se peinture de plus en plus dans le coin où l'escalade militaire conventionnelle va devenir la seule voie qui peut être envisagée. Évidemment, ça, c'est l'avenue dans laquelle on ne veut pas tomber parce que, justement, on frôle tout le temps cette espèce de seuil où, évidemment, l'escalade ne peut pas être éternelle. À un moment donné, on frappe ce fameux point où le déséquilibre entre les forces est ressenti. OK, donc, je vais arrêter ici. Après ça, on va parler de choses peut-être un peu plus positives sur qu'est-ce qui peut être fait face à ça. Ben, merci aux 3 panélistes d'avoir vraiment très bien intégré votre temps. Hein. Je n'ai même pas eu à faire mon petit coucou, il vous reste du temps. Là. Tout le monde s'est autodiscipliné. Ah, si les politiciens de ce monde pouvaient être comme ça. Alors, c'est maintenant le 2e tour de parole. Donc, c'est 5 minutes maintenant pour chaque panéliste. Alors, vous pouvez rebondir sur des choses qui ont été dites, mais comme on le disait au début, il y a tellement avec toutes ces informations, même supplémentaires que vous nous amenez, qui ne sont pas spécialement réjouissantes et plutôt accablantes, ben, comment les perspectives citoyennes peuvent émerger dans tout ça pour nous redonner un peu un pouvoir d'agir et d'espérer. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. On peut reprendre le même ordre qu'on avait tantôt, à savoir Frédéric, Martine et Martin. Est-ce que ça vous va? Donc, Frédéric, c'est toi qui pars le bal du 5 minutes. C'est bien. Ben, bon, en guise, évidemment, aussi, ce à quoi on assiste, évidemment, c'est de part et d'autre aussi, donc une volonté aussi de détruire littéralement donc les infrastructures économiques du camp adverse d'une certaine façon. On le voit évidemment avec les bombardements très, très, très ciblés, donc la région du Donbass et de Mariupol en ce moment côté russe, mais on voit aussi que l'enjeu fondamental des sanctions, évidemment, c'est d'étouffer vraiment donc l'économie russe qui repose évidemment en bonne partie sur ces gaz-là. Derrière tout ça, on voit des expressions de cynisme absolument éhontées. Bon, l'exemple qui nous est venu, qui m'est venu spontanément, c'est, je pense à donc Elon Musk qui avait offert comme ça ses satellites au gouvernement ukrainien. Et on comprend bien, je l'ai évoqué tout à l'heure, le lithium, les gisements de lithium, donc qui évidemment sont particulièrement intéressants pour quelqu'un qui fabrique comme lui des voitures électriques, d'autant qu'on sait maintenant de sources sûres qu'il a joué un rôle quand même dans le coup d'État qui avait eu lieu en Bolivie et le dénominateur commun, encore une fois, c'est ce fameux lithium. Donc, je pense qu'on a vraiment un devoir de vigilance justement en tant que citoyen, d'abord de ne pas relâcher notre emprise sur la question de la transition juste d'une part, mais aussi d'autre part. Donc, évidemment, si on veut vraiment sortir de cette dynamique du conflit, il faut vraiment que cette politique d'étranglement et de destruction vraiment de l'économie, parce que derrière l'économie, évidemment, il y a des hommes et des femmes en chair et en os. Martine l'évoquait tout à l'heure. Donc, il y a vraiment des drames humains. Donc, je pense qu'on a vraiment aussi un devoir vraiment de pousser, évidemment, nos gouvernements à se sortir de cette espèce de logique, cette logique, on l'a vu par ailleurs, la politique des sanctions. Voilà, donc dans ce cas-ci, vraiment, c'est de se sortir vraiment de cette logique mortifère qui est vraiment, qui ne peut être que porteuse de mort d'une certaine façon.
Merci Frédéric, merci de ce rappel du devoir de vigilance. Puis effectivement, on parle tout le temps de la transition juste, mais tout ce qui est lié à la guerre, c'est comme si on voit ça comme deux enjeux séparés, alors que grâce à toi et aux autres panélistes, on voit que finalement que c'est très lié. Martine, c'est à Oui, toi. ben, on entend souvent parler de sécurité nationale, c'est souvent invoqué, entre autres, pour augmenter les dépenses militaires et mener des guerres. Il est important de revenir sur cette notion-là, puis de comprendre que la sécurité des populations n'a rien à voir, en fait, avec la sécurité nationale. Quand les gouvernements, les dirigeants utilisent le terme sécurité nationale, en fait, ils font référence à la sécurité des possédants, des gros intérêts économiques à l'étranger, tels les intérêts pétroliers ou miniers. Notre sécurité à nous dépend de la fin de la guerre, du respect de tous nos droits, dont le droit à la vie, à l'intégrité et à la santé, ainsi que d'une réelle volonté de coopération pour combattre le réchauffement climatique et évidemment l'interdiction des armes nucléaires. Ce n'est pas l'OTAN qui peut assurer notre sécurité. C'est assez clair, puis il faut qu'on soit clair là-dessus. Actuellement, un des plus grands dangers pour notre sécurité a été ravivé, en tout cas comme Martin l'a bien expliqué, par la guerre en Ukraine, l'existence d'armes nucléaires. La montée des tensions entre la Russie et la Chine d'une part et les États-Unis de l'autre, depuis la transition entre la guerre contre le terrorisme et la guerre stratégique entre la Russie, la Chine et les États-Unis, ravive l'inquiétude face au péril nucléaire. Il est connu depuis longtemps qu'une guerre nucléaire, selon son ampleur, causerait des dizaines, des centaines de millions de victimes immédiates, pourrait engendrer des changements climatiques durables, plongeant une grande partie de l'humanité dans la famine. Notre sécurité dépend avant tout de l'élimination des armes nucléaires. Si vous aimeriez en savoir plus, on a publié une brochure au collectif Échec à la guerre qui s'intitule « Les armes nucléaires, péril pour l'humanité » et qui contient beaucoup d'informations. Nous sommes en campagne avec une pétition pour pousser le gouvernement du Canada à signer et ratifier le traité pour l'interdiction des armes nucléaires, le TIAN. Si vous le cherchez en ligne, c'est le numéro de la pétition, c'est E-3828. Je mettrai le lien dans le chat plus tard. Il est impératif de réagir fortement dans tous les pays pour éviter que nos dirigeants économiques et politiques poursuivent l'escalade qu'ils ont entamée, nous plongent encore plus dans une logique d'affrontement plutôt de coopération, nous plonge plutôt que de coopération, pardon, de haine envers les autres plutôt que de solidarité et dans une psychose de guerre généralisée. On doit refuser de laisser nos dirigeants faire appel à nos émotions pour obtenir notre appui à leur guerre. Les seuls bénéficiaires de cette avenue sont les complexes militaro-industriels, eux aussi, de réelles menaces à la survie de l'humanité. Alors, on a tout intérêt à dénoncer cette guerre, plus particulièrement l'action de nos propres gouvernements. Et en tant que citoyens, nous croyons que nous devons, d'une part, dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie, exiger la fin immédiate de cette agression et le retrait des troupes russes, rejeter le projet d'expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie et appeler à des négociations sérieuses en vue de mettre rapidement fin à la guerre dans le respect de la souveraineté de l'Ukraine et des droits de ses minorités ethnoculturelles. Cela suppose que les parties soient prêtes à faire des compromis et ça peut passer par la reconnaissance d'un statut de neutralité pour l'Ukraine. Ce que ça veut dire, d'après nous aussi, c'est que on doit pas pousser le gouvernement pour envoyer des armes comme on voit certains le faire, mais au contraire, exiger qu'il arrête d'envoyer des armes et qu'il participe à des négociations sérieuses. On dit que on dit qu'on veut faire échec à la guerre. Mais échec à la guerre, ça veut aussi dire échec à la domination, échec à l'exploitation éhontée de la planète et des êtres humains. Donc, c'est général, mais je pense qu'il faut qu'on soit clair dans ce qu'on demande. On doit faire tout ce qu'on peut pour
pousser le gouvernement à ne pas embarquer dans une logique d'escalade et voyons, ça m'échappe. Donc, faisons plutôt, voyons, faisons plutôt un travail de pression pour mettre fin à la guerre et laisser plutôt place à la solidarité et à la paix. C'est tout pour l'instant. Super. Merci, Martine. Merci, entre autres, de rappeler cette distinction entre sécurité des populations et sécurité nationale. Hein, et un peu comme le disait Frédéric, cette vigilance pour encourager la désescalade, alors que des fois, on a l'impression que c'est plutôt l'escalade que différents médias veulent favoriser en parlant du discours, dans leur discours sur la guerre. C'est maintenant Martin qui, comme moi, commence à changer de couleur à cause de la lumière de nos maisons respectives, mais on te voit encore très bien, Martin. Alors, à toi pour le 5 minutes. Oui, ben, je vais enchaîner sur ce thème de l'escalade. C'est tellement ancré dans notre vision d'un conflit qu'on oublie souvent que c'est un terme de la guerre froide. On a l'impression que de tout temps, partout, les conflits humains connaissent de l'escalade, des escalades, mais en fait, c'est une interprétation qu'on a faite rétrospectivement. C'est-à-dire que le mot d'escalade lui-même a été proposé par un théoricien de la stratégie là, dans les années 50, Herman Kahn, qui écrit un livre de l'escalade, et il la définissait pas comme une augmentation des moyens mobilisés. Il la définissait comme une compétition dans la prise de risque. Donc, la logique fondamentale de l'escalade, c'est de dire, ben, vous voyez, je suis prêt à risquer plus que vous. Et évidemment, et là, je vais rejoindre ce qui a déjà été dit, mais je pense que c'est important de le répéter, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui se sent appuyé par une population militariste, jusqu'au boutiste, qui est convaincu que l'adversaire ne peut pas être amené dans un dialogue, etc., ben, c'est un gouvernement qui va prendre plus de risques. C'est un gouvernement qui va entrer dans cette logique d'escalade, etc. Donc, qu'est-ce que les citoyens et citoyennes peuvent faire? Ben, justement, c'est de garder les possibilités ouvertes, de dire, ben, regardez, il y a d'autres avenues possibles. Et ces avenues-là, évidemment, sont des avenues d'audace, je dirais, diplomatique, à travers des voies qu'on connaît très bien, mais qu'on a balayées du revers de la main très rapidement, en quelques semaines, alors que c'est encore très important. Premièrement, la diplomatie. Je pense que la population, les citoyens, les citoyennes de tous les pays impliqués, il y a plus de 30 pays qui fournissent des armes en ce moment en Ukraine, doivent avoir des exigences face à leur gouvernement de tenter toutes les mesures possibles et toutes les mesures diplomatiques et ne jamais baisser les bras devant ça, de dire que bon, c'est peine perdue de négocier avec Vladimir Poutine. Deuxième avenue, je pense, où le Canada a un peu d'influence, mais devra certainement l'affirmer, c'est l'ONU. Tout de suite, on va répondre, ouais, mais bon, le Conseil de sécurité, c'est bloqué, les Russes mettent leur veto, etc. C'est pas une réponse satisfaisante. L'ONU a été créée spécifiquement pour ce genre de situation-là. C'est dans son ADN. Je veux dire, le cœur de la mission de l'ONU, c'est justement de faire en sorte que ce genre d'agression internationale-là ne se reproduise plus. Donc, il existe encore des avenues, il existe des leviers et des gens à l'intérieur même de l'ONU qui sont très actifs pour tenter justement de circonscrire le pouvoir du Conseil de sécurité et de ramener ça vers l'Assemblée générale, ne serait-ce que d'amener des pays qui ont imposé leur veto à s'expliquer devant l'Assemblée des Nations. Donc, le Canada a je pense, un pouvoir important de ce côté-là et devrait travailler sur ce front-là. Et aussi, un autre groupe qui a été très rapidement disqualifié dans la discussion, c'est la société civile russe. En disant, ben non, c'est un pays autoritaire, Vladimir Poutine a complètement écrasé la société civile.
C'est pas vrai, elle est là. Et plus que jamais, on a besoin de connexion. S'il y a une leçon qu'on peut apprendre des années 80 et des luttes citoyennes anti-nucléaires, c'est que les alliances citoyennes à travers les frontières permettent de faire du chemin. Quand les gouvernements ne se parlent pas, ben, que les citoyens et citoyennes se parlent. Donc, ces leviers-là devraient au départ avoir une fonction, le cessez-le-feu. Je pense que là, bon, l'urgence humanitaire, elle est claire et c'est une approche assez standard dans la gestion des conflits que de dire, ben, regardez, peu importe les enjeux sous-jacents, là, commençons par un cessez-le-feu. Commençons de faire en sorte que le nombre de morts cesse, là, et ça crée des conditions pour une discussion. On a parlé, bon, on a critiqué l'idée de sécurité nationale, évidemment. Il y a des concepts qui ont été amenés pour remplacer cette idée-là, justement, entre autres le concept de sécurité mutuelle. Et tout ce dont on a parlé, ce sentiment, par exemple, qu'a la Russie de se faire encercler finalement, là, parce qu'on a parlé de l'Europe de l'Est, là, mais rajouter les bases américaines en Afghanistan, rajouter la présence en Turquie, rajouter, bon, et ça commence à faire pas mal le tour d'une grosse partie de la Russie, là. Donc, cette idée-là de sécurité mutuelle devrait être la base de négociation. De diplomatie. Il y a pas, on a eu des citations aussi de ce qui n'est pas de la diplomatie, c'est-à-dire cette idée-là d'écraser l'adversaire et de dire ben, finalement, il ne sera pas capable de recommencer, là, ça ne fonctionnera pas. Il faut travailler sur une base de sécurité mutuelle qui implique une vulnérabilité mutuelle. Donc, justement, cette idée-là de faire confiance un peu à l'autre. Et ça, je pense que ça nous ramène à cette fameuse logique de l'escalade que j'ai mentionné au début de mon commentaire, c'est-à-dire cette compétition dans la prise de risque, ben, elle peut être tournée vers la prise de risque diplomatique. Encore là, bon, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais bon, la stratégie nucléaire implique souvent un coup pour coup. Vous faites ci, on fait ça, vous faites ci, on fait ça. À un moment donné, pour rompre ce cycle-là, il faut dire, ben, regardez, on ne riposte pas, on n'escalade pas de manière commensurable avec l'autre côté et entrer dans une logique où, oui, on prend des risques, mais on prend des risques qui peuvent mener à une désescalade, pas qui vont nous amener encore plus profondément, là. Donc, je pense que l'action citoyenne peut vraiment contribuer à changer le débat public, à changer la gamme des options qui est envisagée et surtout sortir de cette logique unilinéaire là, où on réussit à se convaincre que finalement on est devant un pays au complet, la Russie, qui serait engagée là, sur une voie dont elle ne dérogera pas. Non. Il y a encore de la possibilité pour de la discussion. Merci beaucoup, Martin, avec cette idée de prise de risque diplomatique plutôt que la compétition dans la prise de risque pour l'escalade nucléaire, mais prise de risque diplomatique pour une désescalade. Je pense que vos trois interventions nous donnent effectivement, on commence à voir des pistes où agir, où et comment faire pression. Alors, on est maintenant à la troisième période, on dirait que c'est un match de hockey, à la troisième partie de la soirée. La parole est à vous, les gens du public. Alors, je demanderai aux gens qui ont des questions peut-être de dire leur nom, de se présenter. Et si vous avez des choses passionnantes à dire, ben juste vous rappeler qu'on ne voudrait pas d'un quatrième panéliste. Donc, essayez d'être quand même bref et concis. Je ne sais pas trop s'il y a déjà eu des questions dans le chat. Il y a eu beaucoup
de commentaires. On peut, pendant que peut-être Mégane regarde dans le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui, avec la petite main jaune dont j'ai expliqué le fonctionnement tantôt, qui voudraient faire un commentaire ou une question qui s'adresse soit à un intervenant en particulier ou à l'ensemble du panel? Ah, je vois Jean-Marc. Jean-Marc, la parole est à vous. Vous pouvez ouvrir votre caméra si vous le désirez, mais ce n'est pas obligé. Ben voilà. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je ne sais pas à qui peut s'adresser ma question, mais tantôt, je pense que c'est M. Hébert qui a abordé la question des négociations en cours et ça me fait penser qu'effectivement, il me semble qu'on n'entend pas même du tout parler de négociations en ce moment. On en entendait parler il y a à peu près 6 à 7 semaines, mais maintenant, on n'en entend plus parler. Est-ce qu'il y a des développements de ce côté-là? Est-ce qu'il y a un peu plus de précision? Est-ce que ça avance ou c'est comme mon impression, comme l'impression que j'ai, c'est vraiment au point mort? Martin, tu peux répondre. Jean-Marc, si votre intervention est finie, vous pourriez baisser votre petite main jaune. Oui. Ben, écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je peux vous dire, il y a certainement des négociations à un certain niveau. Je veux dire, les États ne se cloisonnent pas de cette manière-là, mais on n'en fait pas une stratégie. Donc, je pense qu'il y a des canaux de communication qui persistent, mais évidemment, c'est dur de s'asseoir à une table de négociation. Et là, je parle vraiment de l'OTAN. L'OTAN viendra à la table en votant la même journée des milliards et des milliards en soutien militaire à l'Ukraine. Donc, on peut voir, évidemment, bon, il faut se défendre, etc. Mais je pense qu'il faut se mettre aussi de l'autre côté de la table. La Russie regarde ça, vous dit, ben, regardez, vous n'êtes pas en train de négocier, là. Vous êtes juste en train de gagner du temps. Donc, oui, il y a de la communication, mais la logique diplomatique n'est pas enclenchée alors qu'elle devrait l'être. Martine et Frédéric, voulez-vous répondre aussi à Jean-Marc? Moi, j'aurais dit exactement ce que Martin vient de dire là, sur le fait que s'il y a une volonté quelconque de négociation, tu ne fais pas des grands shows du nombre d'armes et des milliards que tu vas investir dans les armes, etc. C'est l'opposé d'essayer de chercher une issue négociée au conflit en cours. Donc, et c'est là que je pense qu'en tant que citoyen, on peut peut-être avoir un certain poids, c'est-à-dire que si on était massivement, s'il y avait un nombre massif de personnes de la population qui signifiait que on doit privilégier les négociations et qu'on ne doit pas envoyer toutes ces armes, que ça va juste envenimer le conflit, on peut quand même avoir j'espérais, un certain pouvoir sur ce que le gouvernement fait avec notre argent dans le budget militaire. Peut-être un peu naïf, mais... Merci, Martine. Je vois là pour le moment, je ne vois pas d'autres mains jaunes, mais il y a dans le chat une question de Gisèle Turcot que je vous lis. Si vous voulez comprendre l'histoire, regardez la géographie, disait mon prof d'histoire internationale et de géographie humaine. Sur cette base, c'est inscrit dans le territoire que l'Ukraine ne peut qu'avoir un statut de neutralité. Quelle garantie faudrait-il offrir à l'Ukraine pour qu'elle renonce à vouloir adhérer à l'Union européenne et à la protection de l'OTAN? Donc, je répète, quelle garantie faudrait-il offrir à l'Ukraine pour qu'elle renonce à vouloir adhérer à l'Union européenne et à la protection de l'OTAN? Il y a deux choses différentes, peut-être l'Union européenne et l'OTAN, mais vous avez compris la question.
Qui veut répondre? Quel genre de garantie on peut offrir à l'Ukraine? Ben, le on étant la communauté internationale ou l'ONU pour, par exemple, qu'elle n'adhère pas à l'OTAN. Je peux peut-être expliquer un peu plus le sens de ma question. Oui, Gisèle. Oui, c'est que c'est vrai que mon professeur d'histoire internationale parlait dans ces termes-là. Hein? Vous voulez comprendre l'histoire, mesdemoiselles, alors regardez la géographie. Il y a comme des états tampons à certains endroits de la planète comme ça qui sont appelés ils sont appelés à une situation de neutralité parce que sinon, ils peuvent être évidemment mangés par tout le monde autour, mais bon, est-ce que quelqu'un a parlé, par exemple, d'une solution de supervision internationale par analogie avec ce qui avait été créé à Berlin, je pense, là, après la Deuxième Guerre. Bon. Mais c'est que c'est ça, c'est qu'il y a c'est tellement un territoire voulu, convoité par l'URSS. Je me dis, est-ce que les Ukrainiens, le peuple ukrainien a assez une culture de résistance pour dire pour que cet aspect de leur culture puis de leur pratique soit assez fort pour qu'ils s'ancrent dans cette idée de nous sommes un pays capable d'autodéfense et tout ça, et d'autoprotection. C'est un élément peut-être plus culturel aussi qui peut intervenir. Je ne sais pas. Pendant que vous réfléchissez à la question, il y a 3 nouvelles mains. En fait, je vais lire aussi une question dans le chat. Peut-être que Martin, Martine et Frédéric, vous pouvez la prendre en note. Quelle action pouvons-nous poser en tant que consommateurs québécois comme geste de résistance et de solidarité avec les Ukrainiens? Là, il y a Normand Baudet, Robert Barcan et Patricia Alexander. Peut-être vous pouvez... J'ai envie de prendre vos 3 questions et puis ensuite, peut-être les prendre en note, puis ensuite, on pourra discuter de ces 3 questions-là. Alors, on va commencer par Normand. Vous pouvez ouvrir vos caméras quand vous posez la question. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une invitation, mais le choix vous appartient. Normand, c'est à toi. Oui, on m'entend? Oui, on ne te voit pas, mais on t'entend. Bon. Semble que ma ligne soit trop instable. C'était pas une question, en fait, c'était plutôt une réflexion. On est dans une situation actuellement où on est en plein cœur d'un conflit armé et il y a une nécessité de désescalade, comme Martin le soulignait. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait que on a des réflexes d'interpellation de l'État continuellement, comme si les citoyens n'avaient pas de rôle à jouer à l'intérieur de la dynamique. Je prends juste un exemple. Actuellement, on est sur le bord en Russie d'une conscription. Ça va se faire probablement dans les prochains jours, là, c'est-à-dire qu'on va conscrire les hommes pour aller à la guerre. Puis on sait pertinemment qu'à l'intérieur des gens qui vont être forcés d'aller à la guerre, il y a énormément de personnes, d'hommes et de femmes, qui ne sont pas d'accord avec l'idée d'aller à la guerre. On pourrait très bien penser à toute une structure citoyenne pour accueillir les gens qui refuseraient d'aller à la guerre, les gens qui feraient de l'objection de conscience, ou qui ferait même défection de l'armée russe en leur assurant une vie correcte lorsqu'ils arrivent dans les sociétés occidentales. Ce que je veux dire, en fait, simplement, c'est qu'il faut sortir de la logique d'État. La guerre, maintenant, quand on parle de guerre nucléaire, c'est plus un enjeu étatique. Ça devient de plus en plus un enjeu citoyen.
Je mets une autre petite parenthèse. Lorsque Martin parle de l'ONU, parle des agences internationales, on a énormément de créativité à mettre de l'avant au niveau de ces instances-là. Parce que l'ONU, en bout de ligne, son bras armé, c'est les casques bleus, puis il y a la mécanique de droit de veto. Faudrait peut-être penser à des modes d'intervention citoyens, à peut-être des nouveaux casques blancs ou qui auraient d'autres fonctions d'accompagnement préventif de personnes qui fuient, de protection de des lieux qui seraient des refuges pour les populations. Là, on voyait les populations s'en aller dans les refuges puis être laissées à elles-mêmes. La communauté internationale peut avoir un rôle à jouer là-dedans, mais il ne faut pas que ça soit téléguidé par les États. Il faut que ça soit revendiqué par les citoyens et mis en œuvre par les citoyens. Donc, en fait, ce conflit-là, il nous montre très bien actuellement qu'on a d'énormes déficiences dans la compréhension et l'analyse de comment agir parce qu'on laisse tout entre les mains des militaires. Donc, pour moi, il est là le problème. C'est-à-dire qu'il va falloir que les citoyens s'impliquent dans les enjeux de guerre et de paix parce que ce sont des enjeux trop importants pour les laisser entre les mains des militaires puis des politiciens. Je vais finir mon intervention là, mais il faut sortir de la logique étatique. Merci beaucoup, Normand. C'est vrai que si on pouvait faire quelque chose pour aider les déserteurs de l'armée russe, pouvoir les accueillir, tout comme on accueille les réfugiés ukrainiens, ça pourrait certainement aider un peu à une certaine désescalade comme on le souhaitait tantôt. Robert, la parole est à vous. Vous pouvez ouvrir votre caméra ou la laisser fermée, c'est comme vous voulez. D'accord, merci beaucoup. Je ne veux pas allumer ma caméra parce que j'ai des problèmes de connexion. Mais bien, c'était juste une réflexion aussi, mais sur la question de Mme Gisèle Turcot, parce qu'elle a soulevé quand même un point, je pense, quand même assez important qui n'est pas très parlé dans les médias, ou peu importe si c'est parmi les citoyens ou parmi l'État, c'est la question de la culture. Si je ne me trompe pas, là, la question de Mme Turcot sur la culture, c'était comment, en fait, se baser sur la culture pour potentiellement unifier le peuple ukrainien et sortir de cette crise-là. Mais c'est plus compliqué que ça apparaît parce que si on regarde culturellement, historiquement, religieusement, l'Ukraine s'est divisée techniquement en deux régions, la région de l'Ouest, la région de l'Est. Les deux, c'est très, très différent. Une, c'est plus, par exemple, d'une manière religieuse, plus catholique, l'autre, c'est plus orthodoxe. L'autre, c'est plus, ça parle plus ukrainien, l'autre, ça parle plus russe, même sur le pays de l'Ukraine. Alors, même sur la situation culturelle, c'est très, très difficile et ça déchire les Ukrainiens entre eux aussi, là, parce que moi-même, je vois, parce que je partage des racines communes là, avec les deux ethnies, mais on voit que même parmi les Ukrainiens, il y a des personnes pro-russes, par exemple, dans le côté de l'Est et des personnes pro-ukrainiennes dans le côté de l'Ouest. Alors, c'est très difficile et même, je dirais, c'est des actions citoyennes, oui, mais là, tu arrives sur le terrain et comment toi, tu vas faire pour être intermédiaire entre les deux? En fait, ça pourrait peut-être relancer le débat. C'était juste pour en tout cas, avoir une petite réponse. Merci. Merci, Robert, pour ce complément d'information. Il y avait aussi Patricia Alexander. On vous écoute, bonjour. Patricia. Bonsoir. Oui, je voudrais prendre la parole surtout avec la question aussi de Gisèle qui m'interpelle beaucoup. J'essaie de mettre les deux écrans juste pour que je la vois. Mais on vous voit en tout cas. Oui, on oui, vous voit et on vous entend. OK, mais je regarde dans un écran. OK. Vous regardez. Parce que, non, en tant qu'Ukrainienne, toute ma vie, ma mère et ma grand-mère m'ont dit, en parlant de l'Ukraine, et ils ont dit justement, la géographie c'est important, ils ont dit
que l'Ukraine est un pays qui, en n'ayant aucune barrière naturelle, comme rangée de montagnes, par exemple, qui empêcherait qui que ce soit à traverser, et on sait dans l'histoire, traverser les steppes, les plaines ukrainiennes, que, comme on a dit, tout le monde convoitait les richesses. Elles m'ont dit aussi, et alors l'Ukraine, c'est la boîte de pain au monde, à l'Europe et au monde. Les gens l'ont souligné aujourd'hui. Mais je pense que je ne suis pas... Alors, ce que je ne vois pas ce soir, ce qui manque pour moi, c'est le point de vue du peuple ukrainien devant l'autre chose dont ma mère et mes grands-mères m'ont parlé, c'est la russification, ou ce qu'on voit aujourd'hui. Les Ukrainiens ont appelé depuis les années 30 la tendance génocidaire des systèmes russes tsaristes, soviétiques et poutinesques. Une volonté de non pas simplement avoir ces richesses, comme beaucoup de forces ont voulu avoir dans l'histoire, mais écraser, éliminer l'ethnie. Une force du peuple, quand Gisèle a parlé de la culture, c'est certain que la culture ukrainienne est multi-ethnique, mais ce qui a été la force de l'Ukraine depuis dans la période moderne, c'était sa capacité de développer une citoyenneté, mais une non ethnique, mais de la nation ukrainienne. Je trouve que cette guerre a démontré justement que ces idées que l'Ukraine est très, très, très divisée en deux, mais non, pas du tout. Ce qu'on regarde, c'est que les Russes font une invasion dans la partie justement le plus russophone du pays. Et ce qui a fait arrêter cette invasion, c'est justement l'unité, parce qu'on voit maintenant, si on regarde Izium cette semaine, ce qui a fait reculer la Russie, c'était la défense territoriale armée. Moi, je pense que pour raccourcir cette guerre, comme j'ai écrit dans le chat, ce qu'il faut, c'est appuyer, mais par tous les moyens, l'Ukraine. Et justement, c'est le fait que l'Ukraine ne va pas être dépourvue d'armes au même niveau que les Russes, mais avec une solidarité qui est vraiment, qui les amène à mener une guerre populaire de résistance contre un envahisseur qui va garantir. Moi, j'ai aucun doute. L'Ukraine va gagner. Est-ce que ça veut dire gagner cette guerre? C'est regagner tous ces territoires, repousser les Russes. Là, la Russie, c'est la seule manière et le seul moment où la Russie va être tentée de venir à la table devant cette victoire. Merci beaucoup, Patricia. Ce que je retiens de votre intervention, c'est quand vous dites que, bon, si on dit qu'il y a quand même des divisions ethniques ou autres en Ukraine, ben, que là, dans l'adversité, ils retrouvent une unité, puis le commun se tisse pour notamment s'occuper de résistance. Alors, ben, on peut demander à Martin et Frédéric, s'ils veulent rajouter quelque chose en lien avec ça, c'est comment l'Ukraine, quelle est comment on pourrait dire, la résistance ukrainienne finalement, comment on peut aider la résistance ukrainienne ou comment elle peut se consolider, quels sont nos espoirs de ce côté-là. Pendant que vous réfléchissez à la question, il y a une autre question qui est rentrée dans le chat que je vous dis aussi, qui est pas du même ordre, mais qui, puisqu'on a parlé du nucléaire, il y a Lucie qui demande quels sont les risques nucléaires sur le site de Tchernobyl. Mais on peut peut-être d'abord essayer de revenir sur la question de la résistance ukrainienne et comment on peut rassurer l'Ukraine si elle n'adhérait pas à l'OTAN. Oui, Martine. Ben, je vais m'essayer, mais
je comprends qu'il y a des enjeux d'autodétermination, de respect de certaines minorités, des enjeux d'identité au sein de l'Ukraine. J'ai du mal, par contre, à penser que la guerre puisse être une issue pour résoudre ou pour reconnaître ce genre pour une reconnaissance de ces identités et d'une certaine autodétermination. Je veux pas être simpliste, mais la guerre détruit tellement. Une des choses qu'on voit, on n'en a pas parlé encore ce soir, mais qu'on voit dans le contexte de guerre en Ukraine avec la Russie, c'est un renforcement de l'OTAN dans un contexte géostratégique envers les autres puissances. Donc, les États-Unis, par cette guerre, semblent, en tout cas pour l'instant, renforcer le camp de l'OTAN qui auparavant, vous vous rappelez que l'Allemagne, certains pays d'Europe n'étaient pas membres de l'OTAN. Et face à cette agression, ils sont devenus membres de l'OTAN. Face à cette agression, la Finlande et la Finlande et la Suède, si je ne me trompe pas, ont montré une volonté de faire partie de l'OTAN. Donc, qu'est-ce qu'on voit suite à ce conflit? C'est un renforcement de l'alliance militaire qui n'est pas une alliance défensive, comme on disait, mais qui est une alliance, en fait, militaire autour des États-Unis. Est-ce que ça permet d'espérer à une reconnaissance de l'autodétermination des groupes à l'intérieur de l'Ukraine? J'ai beaucoup de doutes. Et puis, il ne faut jamais oublier que quand on a recours à une guerre en espérant gagner ces choses-là, on a détruit tellement que ça met des fois des générations avant de reprendre une certaine contrôle sur notre milieu de vie. Alors, je comprends la préoccupation exprimée, mais je ne pense pas que la guerre ne soit dans aucune façon une réponse à ce souhait-là d'autodétermination. Et s'il y avait un espoir d'améliorer, ce serait autrement que par la guerre, ce serait par des pressions populaires, justement, pour réaffirmer, pour reprendre contrôle de certains aspects de leur vie ou de leur région, mais sûrement pas par la guerre menée entre entre autres, dans un sens, entre des superpuissances, parce que c'est de ça qu'il s'agit en ce moment. Et sur la question de fournir plus d'armes, plus on fournit d'armes, plus on prolonge la guerre, plus on prolonge la destruction, plus on prolonge toutes les catastrophes humaines de la guerre. Je ne peux pas croire que ça peut... Si on regarde, c'est une autre situation, je comprends, mais si on regarde l'Irak ou l'Afghanistan, la situation après la guerre ne répond en rien au souhait de la population d'avoir plus contrôle aussi ou ça. C'est une situation de survie après une longue période de guerre. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, merci Martine. C'est sûr qu'on pourrait intervenir encore pour trouver d'autres perspectives en lien avec comment agir par rapport à l'Ukraine. La soirée achève. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose par rapport à la question de Lucie sur les risques sur le site de Tchernobyl? Actuellement, est-ce que il y en a été question peut-être au début du mois de mars, là, je pense, mais est-ce que Martin, tu veux dire quelque chose?
En fait, j'ai simplement mis 2 liens vers des articles écrits par un de mes collègues spécialistes du nucléaire et des catastrophes nucléaires, là, donc qui a écrit sur justement ce qui s'est passé en Ukraine et les risques. Là, donc, étant pas spécialiste du tout, je vous ai D'accord. renvoyé dans le chat à 2 textes qui éclairent cette question-là directement. D'accord. Alors, j'invite Lucie et les personnes intéressées par cette question à aller voir dans le chat. Patricia, là, il est 8h59. Est-ce que tu peux faire quelque chose de très court? Je voulais simplement dire par rapport à Tchernobyl, l'invasion russe a été faite d'une manière tellement intempérée, là, l'insistance d'un homme, on le connaît bien, mais ces troupes-là sont arrivées sans aucune connaissance de ce qu'ils faisaient. Dans les premières journées de la guerre, j'ai parlé de ça sur Facebook. Ils ont, avec leurs tanks, là, leurs chars blindés, ce qui est le plus grand danger pour les soldats russes qui ont été là, c'est justement comment ils ont perturbé, défait les sols autour. Il y a du monde qui a dit non, l'agence nucléaire dit que c'est pas un problème. Non, effectivement, ces gens-là ont commencé à avoir la maladie de radiation plus rapidement et ils se sont fuis en horreur et en terreur. En gros, je crois que je pense que les gens sont d'accord quand on est dans une lutte pour sa vie, pour son existence, puis il y a une existence d'une culture, d'un peuple qui, pour une fois, on voit dans ces instances que la nation ou l'État peuvent être ensemble quand il s'agit d'une guerre populaire. Alors, j'inviterai les gens simplement à regarder quelques sites que j'ai mentionnés. D'ailleurs, féminisme, dans le chat, le féminisme OUA, c'est vraiment des femmes super intéressantes. Juste pour dire qu'il y a quasiment 30% de l'armée ukrainienne qui est des femmes. C'est quasiment le plus grand niveau dans le monde et ils sont... On a les artistes, on a les personnes, je suggère aussi de l'Université de Londres, Dialogues on War, où il y a tout le temps des artistes, des écrivains, une Ukrainienne et une autre personne d'Angleterre, du Pérou, de l'Espagne, la France, qui puis discutent ensemble. Il y en a 2 cette semaine. Donc, Okay. beaucoup d'informations pour... sur le chat. Hein? Alors, prenez ça en note là, sur le nucléaire, sur la société civile en Ukraine. Merci, Patricia. Là, il est déjà 9h01, mais on m'a signalé dans le chat qu'il y avait Réal qui aurait voulu parler. Est-ce que vous consentez à ce qu'on prolonge de 2 minutes pour donner la parole à Réal? Est-ce que Réal, vous voulez toujours intervenir? Il faudrait ouvrir votre micro. Oui, je viens d'ouvrir mon micro. Oui, c'est beau, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. OK, je vais faire ça rapidement. Il y a une chose qu'on ne parle à peu près pas, et c'est la cause de ce problème-là qui existe, à mon avis, là, depuis des 1000 ans. C'est toujours le même problème, c'est la fameuse compétition féroce dans le monde. Et on dirait qu'on n'en parle à peu près jamais. Et nous, comme rôle en tant que citoyens, de faire ça rapidement, parce que le seul pouvoir peut-être qu'on peut avoir, c'est influencer nos gouvernements pour changer cette façon de voir les choses et d'intervenir. C'est toujours avec la compétition. Et c'est un jeu d'échecs à travers le monde qui est volontaire pour les gouvernements. Donc, et j'en ai parlé un peu dans le chat, je me demande qui est le plus coupable maintenant dans cette histoire de guerre avec l'Ukraine. Est-ce que c'est la Russie ou bien l'ensemble des pays qui jouent ce jeu morbide, ce jeu vraiment stupide? Alors, je ne veux pas en parler, il y en a beaucoup à dire, là, mais c'est un peu ça ma question. C'est faudrait peut-être s'attarder plus sur la fameuse, on a construit un monstre. Et c'est l'ensemble des pays qui a construit ce monstre-là. Et ce monstre-là, je l'appelle compétition féroce. Et on essaie de le détruire et on ne veut pas le détruire, en fait. Voilà.
Si tu Mais- permets, Anne-Marie, je pourrais répondre Oui. à la fois à monsieur puis aussi à Coralie qui posait une question, mais qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Bon, je l'ai évoqué évidemment assez en long et en large, la question du gaz. GNL Québec, j'aurais le goût de dire, pas un pouce à l'est et pas un pouce à l'ouest non plus. On sait quand même que donc les producteurs d'hydrocarbures au Canada cherchent désespérément des marchés. Si on veut sortir de cette logique de compétition, comme monsieur évoquait, puis tomber dans une logique de désescalade, c'est continuant. Ça va demander quoi? Ça va demander de construire des infrastructures, des ports méthaniers et ainsi de suite, bien entendu, pour aller inonder le marché ukrainien qui a déjà vraiment ces pipelines qui sont déjà en place. Donc, peut-être qu'il y a moyen vraiment de refuser, continuer vraiment de refuser cette logique-là. De toute façon, on a une urgence climatique et donc, c'est le cas de le dire vraiment, jetons pas du gaz sur le feu cette fois-ci. Et voilà, donc, continuons d'y résister bec et ongle. Merci. Alors, merci Réal de nous rappeler que la guerre est probablement la forme la plus perfide de la compétition. Alors, c'est déjà fini. Merci à Frédéric, à Martine, à Martin. Merci à Mégane pour le soutien technique. Merci à vous, le public, d'avoir été là. Alors, il y a plein d'informations qui ont aussi circulé dans le chat. Je pense qu'il y a le collectif Échec à la guerre aussi. On me parlait d'une conférence qui avait déjà eu lieu, je pense, à Trois-Rivières et que vous pouvez trouver probablement en allant sur le site Échec à la guerre. Alors, on espère que vous avez apprécié cette soirée, que ça a permis un peu d'élargir notre regard et d'approfondir notre vision sur ce qui se passe en Ukraine. Et on espère que vous serez des nôtres pour la prochaine rencontre des saisons de la non-violence. Si d'aventure vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à contacter soit le Centre de ressources sur la non-violence, soit sur le Centre de formation sociale. Marie-Géraldine Lajoie, plus on aura de sujets et de potentielles personnes ressources, plus les saisons, on ne va pas aller plus vite que les saisons, mais en tout cas, on aura beaucoup de sujets en stock pour les saisons à venir. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et un joyeux printemps. À la prochaine.